Les soldats d'élite les plus américains contre les troupes de choc et d'effroi de premier plan du monde ancien. Des opérateurs spéciaux capables d'infiltrer leurs cibles par terre, air et mer contre des maîtres de la guerre des steppes montés à cheval qui ont étendu l'empire mongol de l'Asie à l'Europe pour créer le deuxième plus grand empire de l'histoire. La puissance de feu moderne et la formation d'élite contre les guerriers les plus redoutés du Grand Khan. Qui gagnerait un face-à-face entre une équipe de commandos de marine et une horde mongole? Les United States Navy Sea, Air and Land viennent avec une grande quantité de puissance de feu moderne, chaque équipe frappant bien au-dessus de son poids, même contre les unités d'infanterie conventionnelles. Mais aujourd'hui, ils affrontent un groupe de guerriers pour qui la guerre était un mode de vie. Si vous étiez né mongol au début du Moyen-Âge, alors il n'y avait pas grand-chose à faire à part botter des fesses et mâcher du chewing-gum. Et comme le chewing-gum n'avait pas encore été inventé, il ne restait qu'une seule option. La guerre était juste une tradition pour les Mongols. C'était le seul moyen pour un leader mongol de prouver sa légitimité à ses partisans. C'était aussi la façon dont les Mongols alimentaient leur économie, s'emparant du butin de guerre de leurs ennemis pour s'enrichir. Cependant, lorsque Gengis Khan est entré en scène, il a intensifié les choses et a commencé à organiser les tribus mongoles désespérées en une horde unifiée qui avait un seul but, envahir littéralement tout. Gengis organisait les tribus en unités tribales, censées lui fournir chacune 1000 soldats lorsqu'il en avait besoin. Avec 98 de ses Mingan à son service, le Grand Khan pouvait rassembler une armée massive lorsque le besoin s'en faisait sentir. Plus tard, l'Empire lèverait des troupes parmi les locaux qu'ils avaient conquis, créant ainsi la plus grande armée professionnelle du monde antique. Mais le fait qu'ils étaient une horde ne signifie pas qu'ils étaient des sauvages. Genghis a initié des réformes assez progressistes dans les territoires qu'il a conquis, y compris l'établissement d'une méritocratie où les gens étaient promus en fonction de leurs capacités et de leurs compétences, plutôt que de l'ancienneté tribale, comme c'était le cas auparavant. Pour maintenir le moral au plus haut, tous les butins de guerre étaient partagés équitablement, avec un groupe dédié, connu sous le nom de Jarku, supervisant la distribution de tout, des chevaux aux esclaves et à la nourriture. Les commandants recevaient du butin, des terres et ou des tribus des nations conquises, tandis que les soldats ordinaires recevaient une compensation directe pour leur enrôlement. Tout Mongol âgé de 14 à 60 ans pouvant s'enrôler et combattre. Gengis a inculqué une grande discipline parmi ses troupes, rendant toute comparaison avec les hordes barbares totalement malhonnête. Cependant, là où Gengis était bien en avance sur son temps, c'était dans une doctrine de leadership spécifique partagée par les Navy Seals modernes et le reste de l'armée américaine, l'initiative personnelle. À l'époque, il était normal que les armées fonctionnent avec une structure de commandement lourde et hiérarchisée, les ordres étant strictement appliqués et les subordonnés contraints de les suivre sans compromis, du moins s'ils ne voulaient pas risquer leur poste ou même leur vie. Toutefois, Gengis a perçu quelque chose que l'armée russe moderne n'a pas encore saisi. Le champ de bataille est fluide, et pour y répondre au mieux, les commandants de l'échelon inférieur avaient besoin de la flexibilité pour s'adapter aux conditions changeantes. Ainsi, il a inculqué un grand sens de l'initiative personnelle dans sa horde, donnant aux leaders de rang inférieur le pouvoir de prendre l'initiative et d'être proactifs avec leurs commandes. Les United States Navy Sea, Air and Land, modernes, comme l'armée américaine, ont un fort sens de l'initiative personnelle acquis pendant leur formation. C'est à cause de la même prise de conscience que les Mongols ont eue il y a près de 1000 ans. Les leaders de rang inférieur pouvaient mieux et plus rapidement répondre à une situation en évolution que le commandement supérieur, qui pouvait mettre de quelques minutes à plusieurs heures pour réaliser que les conditions du champ de bataille avaient changé. Mais ce niveau d'initiative n'est pas facile à atteindre, car il nécessite une grande confiance dans la qualité de votre formation et de votre éducation militaire, dispensée à la fois aux soldats et aux leaders tout au long de la chaîne de commandement. Cela nécessite une culture très spécifique, et la difficulté à l'atteindre est mieux résumée dans les remarques d'un général chinois à son homologue américain lors de l'observation d'un récent exercice américain. Le général chinois étant impressionné par l'initiative personnelle des jeunes leaders dans des conditions de combat et déclarant que la culture militaire chinoise est, je cite, au moins 5 générations en retard. Les United States Navy Sea, Air and Land doivent toutefois posséder une initiative personnelle et la capacité d'adaptation. Là où ils vont souvent seuls. Alors qu'une unité d'infanterie américaine de base pourrait avoir d'autres unités à proximité pour demander du soutien ou tout, de l'appui d'artillerie aérienne et navale, les SEALs se spécialisent dans l'action directe et la reconnaissance spéciale en profondeur derrière les lignes ennemies. Ils peuvent être incapables d'appeler à l'aide et doivent donc avoir la flexibilité nécessaire pour ajuster leur plan rapidement. En matière de formation, les Mongols étaient essentiellement les United States Navy Sea, Air and Land de leur époque. Tout a commencé pendant l'enfance, dès l'instant où un Mongol était assez fort pour ramasser une lance, et cela n'avait pas d'importance s'ils étaient un garçon ou une fille. Les escrocs de l'époque dirigeaient une société très égalitaire. Si vous saviez bien manier un bâton pointu pour l'utiliser contre autrui, les Mongols ne se préoccupaient guère de votre sexe. Ainsi, de nombreuses femmes mongoles sont devenues des guerrières parmi les plus redoutées de l'histoire. Dès qu'un enfant mongol en était capable, il commençait à participer à tout,
Du lutte à la course à pied, l'apprentissage de la chasse, du tir à l'arc et de l'équitation était crucial pour un enfant mongol, contribuant à faire des Mongols l'une des armées les plus victorieuses de l'histoire. Les guerriers mongols étaient renommés pour leur précision avec les arcs et leur capacité à maintenir cette compétence à cheval. Mais ils pouvaient aussi se battre avec une variété d'armes de mêlée. Des lances avec des crochets à l'extrémité étaient utilisées pour faire tomber les cavaliers de leurs chevaux, ou ils pouvaient être abattus avec tout, des haches de bataille aux épées à un seul tranchant. Mais c'était l'arc qui faisait des Mongols les guerriers les plus redoutés de l'époque. Les guerriers mongols utilisaient des arcs composites, ayant jusqu'à 2 fois la portée des arcs d'autres armées de cette époque. Si vous êtes un fan de remplir votre ennemi de bâtons pointus sans avoir de bâtons pointus tirés sur vous en retour, alors vous pouvez apprécier l'avantage d'avoir une portée supérieure à celle de l'adversaire. Mais les Mongols portaient 2 arcs. Le grand arc servait au tir à longue distance, tandis que l'arc court, plus maniable à cheval, était utilisé quand les cavaliers rapprochaient à la distance. L'utilisation d'étriers et de selles en bois à haut dossier s'est avérée être une adaptation révolutionnaire, permettant aux guerriers mongols d'utiliser leurs arcs avec une grande facilité et une précision accrue, même au galop. Les arcs eux-mêmes étaient difficiles à tirer en raison de leur corde tendue contre la courbe naturelle du bambou, du bois et du corne utilisés pour les construire, mais cela leur donnait une portée accrue et une puissance de pénétration encore plus grande. Leurs flèches étaient généralement garnies d'os, qui étaient abondants sur les marches, alors que le métal était beaucoup plus difficile à obtenir, ce qui le rendait plus rare. Cependant, chaque soldat portait une variété de flèches adaptées, soit pour délivrer du poison, percer l'armure, tirer à longue portée, ou créer un sifflement aigu, bruit sifflant pour signaler d'autres unités ou diminuer le moral de l'ennemi. Les United States Navy Sea, Air and Land américains portent également une variété d'équipements, mais ils n'ont pas de configuration standard. Ce qu'un United States Navy Sea, Air and Land emporte sur le terrain dépend de la mission, bien que le fusil d'assaut soit standard. Cela peut inclure tout, de l'universel. Modèle 4 au Mark 13. Close Quarter Battle Receiver, ou Modèle 14 Enhanced Battle Rifle. Au Mark 13. CQBR ou M14. Enhanced Battle Rifle. Parfois, c'est un choix fait par préférence personnelle. Parfois, c'est simplement l'outil approprié pour le travail. Si une équipe United States Navy Sea, Air and Land infiltre un territoire contrôlé par les Houthis, comme nous savons que c'est actuellement le cas, il n'est pas logique qu'ils portent cela peut inclure tout, de l'universel M4 au MK13 CQBR ou M14 EBR. Fabriqué par le bon vieux oncle Sam. Ils opteraient probablement pour quelque chose de plus local pour se faire moins remarquer. Cela implique que les United States Navy Sea, Air and Land, comme toutes les forces spéciales américaines, doivent maîtriser toutes les armes à feu, s'entraînant avec chaque arme de l'arsenal américain, ainsi qu'avec la majorité de celles des arsenaux russes et chinois. Cependant, une équipe de United States Navy Sea, Air and Land, envoyée pour délivrer la colère juste de l'oncle Sam, peut être chargée à ras-bord avec tout, d'une mitrailleuse M 2,50 montée sur véhicule à la mitrailleuse de choix de 9 experts sur 10 en défense à domicile, la 240 parce que parfois, vous devez tuer le méchant dans votre maison et celui dans la maison de votre voisin simultanément. Les tireurs d'élite du United States Navy Sea, Air and Land emploient divers fusils de sniper pour couvrir plus de 457,5 mètres et promouvoir la démocratie. Un MK12 mode, essentiellement un M16 modifié, pourrait être parfait pour soutenir avec précision vos camarades dans un combat, tandis que le fusil antimatériel de calibre M80 2.50 est l'arme de choix pour faire disparaître les cibles non blindées et même modérément blindées. Les lance-grenades sous canon permettent aux United States Navy Sea, Air and Land de s'attaquer à plusieurs adversaires dans un rayon de 15 mètres en même temps ou d'activer la garantie prolongée de tout véhicule légèrement blindé. Mais lorsque les United States Navy Sea, Air and Land veulent envoyer une lettre de désaccord fortement formulée à l'ennemi, ils le font soit avec le missile guidé anti-char Javelin, soit avec le lance-roquette M136 anti-tank 4. Le Javelin est désormais une légende et est récemment devenu le saint patron non officiel de l'Ukraine. Avec la distinction de transformer des milliers de tankistes russes en astronautes russes, le Javelin peut soit être tiré directement sur les véhicules ennemis, soit dans le profil d'attaque préféré de haut en bas qui le rend si efficace pour renforcer brièvement les rangs de l'armée de l'air russe avec des équipages de chars russes. Dans les deux configurations, il utilise une charge militaire à double effet conçue pour d'abord éliminer l'armure réactive explosive afin qu'un jet de liberté américaine liquide et explosif puisse percer l'armure et soumettre toute personne et tout objet sur son passage à un événement émotionnel extrême. Mais aussi amusant que soit le Javelin, parfois vous avez besoin que beaucoup de gens quittent le champ en même temps. Ou peut-être que les ennemis se retranchent dans un bunker et refusent impoliment votre invitation à sortir. C'est là que l'anti-tank 4 entre en jeu. La Suède fait deux choses bien, le chocolat et les fusils sans recul.
Produit par Saab, l'Anti-Tank 4 est la solution de l'infanterie à la question ancestrale de savoir quoi faire lorsqu'un petit bâtiment se trouve sur votre chemin. La réponse est bien sûr, faites-le disparaître, et c'est là que la munition à double usage à haute explosion 502 de l'Anti-Tank 4 entre en jeu. La munition peut être réglée pour détonner soit à l'impact, soit après un bref délai. Le premier réglage est adapté pour neutraliser les véhicules légèrement blindés. Le second est idéal pour détruire des bâtiments. La munition traversera généralement le mur extérieur du bâtiment pour dire bonjour à tout le monde à l'intérieur, peu de temps avant de les transformer en atomes et de faire s'effondrer toute la structure sur eux. Parce que parfois le chemin le plus rapide pour dépasser un obstacle n'est pas de le contourner ou de le franchir, mais de le traverser. La variété de munitions de l'Anti-Tank 4 lui permet de s'attaquer à une grande variété de cibles, ajoutant à la flexibilité d'une équipe United States Navy Sea, Air and Land, qui devra probablement être totalement autonome lorsqu'elle se trouve loin derrière les lignes ennemies. En matière de mobilité, les guerriers mongols étaient inégalés à leur époque. Chaque soldat pouvait disposer de jusqu'à 16 chevaux et faisait tourner les chevaux pour ne pas en épuiser aucun. Cela leur donnait la capacité de se déplacer rapidement. Les armées mongoles pouvaient les parcourir jusqu'à 75 miles en une journée. Avec une telle mobilité, les Mongols bénéficiaient souvent de l'effet de surprise, et ils s'assuraient de maintenir cette surprise jusqu'au champ de bataille. Alors que pendant la bataille, les ordres pouvaient être transmis par des flèches sifflantes, des tambours ou des gongs, la première attaque était toujours menée en silence complet. Cela aurait pu engendrer une confusion chez les défenseurs, pouvant confondre une charge avec un simple repositionnement. Dans des lieux reculés comme les montagnes afghanes, les United States Navy Sea, Air and Land utilisaient aussi des chevaux. Également, une force légère et agile, les United States Navy Sea, Air and Land sont délivrés à leur cible dans tout. Des sous-marins nucléaires aux radeaux en caoutchouc gonflable et même des vélos ordinaires. Le département de la Défense investit lourdement dans les motos électriques pour donner aux opérateurs spéciaux une option silencieuse et agile lors d'une mission derrière les lignes ennemies. Avec la capacité de pénétrer une cible avec rapidité et discrétion par terre, air et mer, les United States Navy Sea, Air and Land ont la capacité d'apparaître exactement là où l'ennemi les attend le moins. Cette capacité à surprendre l'ennemi reflète celle des hordes mongoles, dont la cavalerie prolifique pouvait les propulser si rapidement qu'une armée ennemie était souvent prise au dépourvu et non préparée. Les Mongols portaient diverses armures pour se défendre. Leurs forces de cavalerie légère portaient souvent des tuniques faites de feutre ou de cuir matelassé épais, troquant la protection pour l'agilité. Leur cavalerie lourde était toutefois légèrement armée, comparée à d'autres forces contemporaines. Leur armure se composait de hauts et de pantalons en cuir épais similaires, mais entrelacés soit de bandes de métal, soit même d'os d'animaux. Le cuir durci ou laqué était également courant et pouvait offrir une excellente protection contre les armes tranchantes, bien qu'il ne soit pas aussi résistant contre une arme de poussée. Les Mongols ne produisaient pas beaucoup d'armure de plaque ou de cotte de mailles, préférant se déplacer rapidement à la place. Mais ils portaient parfois des pièces de plaque et de cotte de mailles capturées des ennemis qu'ils avaient vaincus. Une chose que les Mongols ont adoptée des nations qu'ils ont conquises, spécifiquement les Chinois, était l'utilisation de sous-vêtements en soie. Ces sous-vêtements en soie n'étaient pas seulement pour se sentir élégants, mais servaient un but crucial sur le champ de bataille. Lorsqu'elle était frappée par une flèche, la soie avait la propriété unique de s'enrouler autour de la pointe de la flèche, ce qui aidait à minimiser le saignement et protéger la blessure. Cela facilitait aussi le retrait de la flèche. La soie semble être un choix étrange à porter à la guerre, mais les Mongols ont trouvé une excellente utilisation grâce à leur absorption des connaissances chinoises. Cette assimilation était monnaie courante dans tout l'empire mongol, la horde adoptant facilement de nouvelles armes, tactiques ou techniques des peuples qu'ils ont conquis. Étant donné l'importance des chevaux pour les Mongols, on pouvait également s'attendre à ce qu'ils soient armés. L'armure de plaque était généralement réservée à la tête du cheval, et chaque animal bénéficiait généralement de longues couvertures faites de cuir raidi, souvent entrelacées de bandes d'os et de métal. Les chevaux mongols n'étaient pas aussi grands ou aussi forts que ceux élevés en Europe, et devaient de toute façon rester agiles en raison des tactiques des Mongols. Donc une armure de plaque complète était rare pour une monture. En plus de l'armure personnelle, chaque guerrier mongol portait un casque qui était soit en fer, soit en cuir durci. Ces casques avaient parfois une protection pour le cou, qui descendait pour protéger l'arrière du cou, et une pointe ou une boule dans un panache ornait souvent le dessus. Les chapeaux de fourrure mongols traditionnels aux bords relevés étaient également monnaie courante. Contrairement à de nombreuses armées occidentales, les Mongols n'ont pas fait un usage généralisé du bouclier. Seuls les fantassins portaient d'abord des boucliers, et ils étaient généralement petits et circulaires, faits de osier ou de cuir. Ces boucliers étaient conçus pour protéger les troupes des flèches plutôt que des coups d'armes de mêlée, les guerriers mongols préférant la mobilité à la protection, mettant la plupart de leurs points dans les decks plutôt que dans la force lors de la création de personnages. Depuis l'an 2000, l'armure corporelle des United States Navy Sea, Air and Land modernes a évolué, date à laquelle les États-Unis ont introduit la première armure entièrement balistique pour toutes les troupes de combat. En 2007, le système d'armure corporelle Interceptor
a été remplacé par le gilet tactique extérieur amélioré, une version améliorée de l'armure précédente. Le plus grand de ces changements a été l'adoption des plaques balistiques de Pimes, de l'insert de protection contre les petites armes améliorées, qui offrait une bien meilleure protection contre un large éventail de menaces balistiques. Le système Improved Outer Tactical Vest est modulaire, ce qui signifie qu'il peut être augmenté ou réduit en fonction de l'environnement de menaces prévues, ou d'un besoin de mobilité et d'endurance. Le gilet avec plaque balistique est toujours porté, pouvant être complété par une protection supplémentaire. Les inserts balistiques latéraux améliorés protègent les flancs d'un soldat qui sont normalement non protégés, étant donné que les principales plaques d'armure sont portées sur la poitrine et le dos. Les systèmes de protection deltoide et axillaire offrent une protection du cou, de la gorge, ainsi que des deltoides, et une extension de protection de l'aine peut être attachée pour une protection balistique presque totale à l'avant. Entièrement équipé, cela peut offrir à un soldat une excellente protection et une mobilité acceptable, mais cela peut être encombrant et épuiser très rapidement l'endurance d'un individu, ce qui en fait un choix moins qu'idéal pour les missions nécessitant beaucoup de déplacements, mais excellent pour enfoncer des portes. Le système de gilet modulaire évolutif est toujours utilisé et en développement pour une adoption prochaine. Étant des opérateurs d'élite, les United States Navy Sea, Air and Land ont probablement accès à un équipement de protection plus sophistiqué qu'un simple soldat. Pour protéger la tête, les United States Navy Sea, Air and Land utilisent un système de protection de la tête intégré qui ne fait que commencer à être adopté par la force plus large. Ce casque est 5% plus léger que les versions précédentes et offre une meilleure protection balistique ainsi qu'une audition passive. Il a également l'avantage d'ajouter une plaque d'armure supplémentaire de 0,9 kg pour les soldats ayant l'habitude d'essayer de donner des coups de tête aux balles. Contrairement au casque précédent, la jugulaire est sans boulon, ce qui signifie qu'il n'y a pas de trou de boulon à travers lequel la jugulaire est attachée au casque. Cela élimine le point faible balistique traditionnel autour de la zone du trou de boulon, améliorant la protection des deux côtés du casque. L'Integrated Head Protection System dispose également de rails latéraux pour monter tout, des casques de communication aux lampes de poche ou caméras, et la visée nocturne traditionnelle qui est standard pour les soldats américains. Quand il s'agissait de combats réels, les armées mongoles étaient divisées en unités de cavalerie d'environ 1000 soldats qui étaient ensuite subdivisées en plus petites unités de 100, puis en unités de 10. Cela a créé une chaîne de commandement à plusieurs niveaux qui a renforcé leur encouragement à l'initiative personnelle et a rendu les Mongols très flexibles et capables de s'adapter aux conditions du champ de bataille. Curieusement, les Mongols étaient une petite fraction de leur propre armée. L'essentiel de leur armée était constitué d'unités provenant des territoires qu'ils avaient conquis, qui se battaient selon leur propre style. Mais la force purement mongole qui a été à l'avant-garde de nombreuses conquêtes de l'Empire était normalement composée d'environ 10 000 Mongols. Et étonnamment, cela les laissait souvent en infériorité numérique par rapport à leur ennemi. Toutefois, grâce à leur mobilité et vitesse supérieure, ils ont compensé leur infériorité numérique avec des résultats impressionnants, intégrant souvent les vaincus dans la horde au lieu de les massacrer. Les Mongols utilisaient préférablement la tromperie dans leurs attaques, si possible. Une force plus petite sortirait et engagerait l'ennemi pour seulement feindre un retrait. Les troupes ennemies en poursuite seraient alors surprises par le corps principal de la force, qui profiterait de leur désarroi pour les submerger. Cependant, lorsque l'ennemi ne tombait pas dans le piège, les Mongols utilisaient une manœuvre connue sous le nom de Talukma, qui consistait en une attaque par la cavalerie lourde avec la cavalerie légère immédiatement derrière elle. La cavalerie lourde s'écraserait sur les lignes ennemies et créerait des trous par lesquels la cavalerie légère se déplacerait et attaquerait au cœur de la formation, créant le désarroi et déstabilisant la défense de l'ennemi. Plus de cavalerie sur les ailes de la formation envelopperait alors l'ennemi sur les flancs, parfois en optant pour un enveloppement total qui pourrait être risqué mais efficace. Une force de réserve renforcerait alors les points faibles ou poursuivrait les ennemis en retraite, la poursuite durant parfois plusieurs jours. Les Mongols étaient aussi astucieux qu'ils étaient redoutables au combat et utilisaient souvent des leurres pour confondre ou démoraliser l'ennemi. Afin de donner l'impression que leur force était plus grande qu'elle ne l'était en réalité, ils attachaient pas souvent des mannequins de paille sur le dos de chevaux de rechange, donnant l'illusion qu'ils étaient beaucoup plus nombreux qu'ils ne l'étaient réellement. Ces mannequins étaient même emportés lors de véritables charges, l'impact démoralisant d'une force écrasante, provoquant parfois la rupture des lignes ennemies. Maîtres de la tromperie, ils allumaient également des feux de broussailles pour créer des écrans de fumée épais. Ces écrans de fumée leur permettèrent de déplacer leurs forces sans être vus, semant la confusion chez l'ennemi quant à l'endroit et au moment où l'attaque pourrait venir, ou simplement quant au nombre total de forces auxquelles ils étaient confrontés. Une fois, ils ont même attaché des tracts à un cerf-volant et les ont fait voler au-dessus de la ville Jin de Kaifang, avec des tracts tombant dans la ville et promettant une récompense en espèces à quiconque faisait défection. Cependant, une tactique clé dans la conquête mongole était l'utilisation de la terreur comme arme. Afin d'éviter des campagnes prolongées et coûteuses, les Mongols exécutaient parfois toute la population d'une ville, y compris ses animaux, puis laissaient une poignée de survivants. Ces survivants fuyaient à travers le pays, divulguant les atrocités vues,
Cela poussait d'autres villes à se rendre à la vue d'une horde approchante, espérant une clémence qui était souvent accordée et épargnant aux Mongols le coup en vise et en trésor de prendre les villes une par une. Une autre tactique astucieuse employée dans leur lutte contre la dynastie Jinjir-Cheng du nord de la Chine consistait à saccager la même ville encore et encore, mais à se retirer à chaque fois. Cela obligeait les Jin à déployer plus de troupes et de ressources pour gérer le chaos, épuisant leurs finances. C'était leur incroyable adaptabilité et ingéniosité qui rendèrent les Mongols si réussis. Et cette même adaptabilité et ingéniosité sont intégrées dans le manuel des United States Navy Sea, Air and Land moderne. Travaillant souvent comme une petite force en profondeur derrière les lignes ennemies, les United States Navy Sea, Air and Land doivent déjouer et dépasser leurs ennemis, et la pensée hors du commun est fortement encouragée dans le cadre de la loi des conflits armés. Cela signifie que les United States Navy Sea, Air and Land modernes ne feront pas marcher les prisonniers devant eux pour absorber les flèches ennemies comme le faisaient dans les Mongols. Alors, qui gagnerait dans un affrontement entre une horde de guerriers mongols et des United States Navy Sea, Air and Land modernes? Nos United States Navy Sea, Air and Land seraient à confronter à un Mingan de guerriers, plus de 1000 des meilleurs cavaliers de la Horde. Ils affronteraient une équipe complète de United States Navy Sea, Air and Land de la marine américaine. Le terme équipe étant un peu trompeur ici. Chaque équipe est en fait composée d'un élément de quartier général et de 8 pelotons de United States Navy Sea, Air and Land de 16 hommes avec une force de combat totale de 128 des soldats les plus qualifiés et les mieux équipés du monde. Équipés pour le combat en cours, chaque peloton serait divisé en escouades de 2 hommes, chaque escouade apportant au moins un mitrailleur au combat. Chaque United States Navy Sea, Air and Land pourrait également être équipé du fusil sans recul anti-tank 4, utilisant des munitions à haute explosivité pour une utilisation contre des cibles de masse. Les fusiliers équipés de lance-grenades sous canon peuvent compléter la puissance de feu explosive avec jusqu'à 18 grenades de 40 mm. Les choses semblent sombres pour les Mongols. Et en effet, elles le sont. 128 hommes armés d'armes à feu, capables de tuer à des distances de centaines de mètres, alors que les Mongols ne peuvent commencer à lancer des flèches de leurs arcs composites qu'à partir de 350 mètres, et même alors avec une précision et une puissance de pénétration douteuse contre un phoque entièrement protégé. Pourtant, les Mongols se sont avérés incroyablement adaptables, et réalisant la puissance des armes modernes employées contre eux, ils disperseraient immédiatement leurs forces afin de limiter combien pourraient être tués par une seule roquette, grenade ou rafale de mitrailleuse. Avec leur vitesse incroyable, les Mongols paieraient un lourd tribut, mais pourraient facilement amener plusieurs centaines de soldats au corps à corps, même s'ils subissaient des pertes catastrophiques dans la tentative. Une fois au corps à corps, beaucoup des avantages modernes des United States Navy Sea, Air and Land sont annulés et le combat bascule fermement en faveur des Mongols. Au final, compte tenu de leur supériorité numérique et surtout de leur capacité à se rapprocher rapidement, les Mongols remporteraient la victoire simplement parce qu'ils étaient mieux équipés et formés pour le combat au corps à corps. Ce serait une des victoires les plus onéreuses jamais obtenues par la Horde. Mais les United States Navy Sea, Air and Land ne sont pas conçus pour affronter de grandes menaces. En l'absence d'éléments d'armes lourdes, une équipe de United States Navy Sea, Air and Land serait en sous-performance dans ce scénario par rapport à une force d'infanterie normale de l'armée américaine ou du corps des Marines. Dans ce cas, les Mongols feraient face à des escouades d'armes lourdes avec des éléments de mortier attachés et beaucoup plus de puissance de feu, étant donné la taille plus grande des pelotons d'infanterie standard. Les United States Navy Sea, Air and Land sont des forces de frappe et de fuite, pas conçues pour s'engager dans des combats debout. Pour cette raison, nous déclarons les Mongols vainqueurs aujourd'hui. Il est probable que, impressionnés par leur capacité, les Mongols offriraient simplement aux Seals l'opportunité de rejoindre leur horde. Regardez maintenant les pires erreurs militaires de la Chine dans l'histoire, ou regardez cette autre vidéo à la place.